Bonsoir, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous pour cette seconde partie de Toujours le Debout. Avec nous, pour ce fond de l'info, Julie Garnier, conseillère régionale Île-de-France, Julien Théry, historien et chroniqueur Le Média, et Mathieu Slama, essayiste et auteur de Adieu la liberté. Nous reviendrons ce soir sur les déclarations de Bayrou qui en disent long sur le processus d'extrême droitisation accélérée en France. Nous ferons un point sur l'importance de la commission mixte paritaire d'aujourd'hui pour l'avenir de François Bayrou. 7 députés et 7 sénateurs se sont retrouvés aujourd'hui pour tenter de s'entendre sur une version commune du budget de l'État qui pourrait s'étendre jusqu'à demain. Ce texte sera examiné le cas échéant par les députés lundi, avec à la clé sans doute le premier 49.3 du Premier ministre. Et dans une seconde partie, nous reviendrons sur les déclarations de Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH, qui accuse le gouvernement de vouloir faire fuir les entreprises françaises. Des déclarations qui font suite à la proposition de l'exécutif de taxer à hauteur de 40% les entreprises françaises réalisant plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Bonsoir Julie, bonsoir Mathieu, bonsoir Julien. On arrive au moment de vérité pour l'examen du projet de loi de finances 2025. Ce texte qui peine à avancer ne cache-t-il pas finalement l'une des plus graves crises politiques depuis l'arrivée de Macron au pouvoir en 2017 ? Selon vous. Je commence du coup. Oui, alors en fait, ce budget visiblement mécontente tout le monde, mais surtout c'est une régression par rapport au précédent budget sous Michel Barnier, parce que finalement la seule mesure un peu à la hauteur de la situation et qui était demandée notamment par la gauche, c'est-à-dire l'espèce de taxe exceptionnelle sur les surprofits des grandes entreprises, donc qui ne concerne que les grandes entreprises et leurs profits, a été ramenée de 2 ans à 1 an. Donc on a en fait une régression dans la toute petite ambition sociale de ce budget entre Michel Barnier et François Bayrou. Donc ça veut dire 2 choses. Ça veut dire la première chose que la stratégie qui a été pour la gauche d'essayer de négocier avec ce gouvernement pour obtenir des choses concrètes, cette stratégie est un échec. C'est un échec majeur parce qu'au final, on a une régression sur une des mesures, les rares mesures d'importance de ce budget. Et deuxièmement, ça veut dire qu'il y a une pression incroyable pour faire reculer le gouvernement sur, et je pense qu'on y reviendra un peu après, mais sur cette mesure qui est une mesure de bon sens, une mesure de redistribution des richesses et qui est absolument nécessaire à l'heure où on nous parle à longueur de temps de cette question de la dette, qui, à mon sens, et quand j'entends beaucoup d'économistes classés à gauche, je pense que c'est un non-sujet, moi, la dette. Je pense que la dette, c'est une chose normale dans un pays. Les États-Unis sont beaucoup plus endettés que nous, par exemple. Je crois qu'ils sont à 120% de leur PIB de dette, donc c'est plus que nous. Pour autant, la dette n'est pas un problème. La dette est utilisée politiquement. Et la dette est utilisée politiquement notamment par les néolibéraux, par la droite et par les centristes. De toute manière, aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre les deux, pour expliquer que l'État vit au-dessus de ses moyens, qu'il y a trop de dépenses sociales, qu'il faut couper dans les dépenses, plutôt que parler de recettes, on préfère parler de dépenses, et que donc il faut un grand coup d'austérité et en finir avec l'État-providence. Donc, ce budget-là est très inquiétant. Encore une fois, il n'est pas du tout sûr que le gouvernement soit censuré parce que je ne suis pas sûr que le Rassemblement national veuille le faire maintenant. Donc, on a affaire quand même à un budget qui, s'y passe, serait un budget d'austérité, un budget de régression, peut-être plus important encore que si ça avait été Michel Barnier. Donc, il faut quand même se rendre compte de ce qui s'est passé. Voilà. Donc, François Bayrou est peut-être pire que Michel Barnier, en tout cas sur un certain nombre d'aspects de ce budget. Vous vouliez réagir ? Non, j'ai rien à rajouter sur ce qui a été dit, si ce n'est que c'est une stratégie d'une partie de la gauche plutôt que de la gauche. Mais ça, c'était juste pour c'était juste pour préciser ça. Mais je rejoins tout à fait. Et surtout, je suis très inquiète parce que
on l'a entendu, quand François Bayrou s'exprime, il n'a pas un seul mot pour l'urgence sociale qu'il y a dans ce pays, il n'a pas un seul mot pour l'urgence écologique, et on voit qu'à chaque fois, il donne des gages à qui ? Il donne des gages, malheureusement, à l'extrême droite, et avec un délire sur l'immigration, mais on va en parler plus tard, donc je ne vais pas trop m'apesantir dessus. Mais il faut vraiment prendre conscience que les urgences sociales, aujourd'hui, elles ne sont absolument pas sur la table. Et que là, il parlait encore récemment, il ne voulait même pas l'augmentation du SMIC de 1%. Vous vous rendez compte ? 1%. Même ça, c'est déjà trop. Donc, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à espérer, malheureusement. Oui, c'est clairement un gouvernement qui est encore plus à droite que celui de Barnier, qui était déjà très à droite. Et il faut bien avoir en tête, quand même, comme vous le disiez, que c'est l'urgence absolue, de renflouer les services publics, enrayer cet effondrement généralisé, parce que c'est directement la cause de la dégradation des conditions de vie des populations. Et on voit bien que ce gouvernement est dans la même logique de prédation, de pillage de la richesse collective qui préside à la vie politique française, qui est vraiment au cœur de l'action des classes dirigeantes au pouvoir depuis des décennies maintenant. Il suffit de regarder la courbe, par exemple, des volumes de capitaux qui sont placés dans les paradis fiscaux. C'est absolument extraordinaire. Si on prend la courbe sur 40 ans, c'est une montée vertigineuse depuis le début des années 2000. C'est-à-dire que quand l'hôpital ne marche plus, quand il n'y a plus de médecins, quand on attend aux urgences, quand on ne peut plus avoir une place en université, c'est pas parce qu'on est moins riche collectivement, c'est pas parce qu'on a moins travaillé collectivement, c'est parce qu'il y a eu un prélèvement au terme des mécanismes économiques que la classe dirigeante assure le fonctionnement pour le compte des gens comme Bernard Arnault et autres. Il y a un départ de cet argent, un écrémage permanent qui part ailleurs. Donc c'est vraiment, au fond, pour le dire tout simplement, c'est du vol. C'est compliqué, mais c'est du vol légal. Et on voit bien que Bayrou est vraiment complètement dévoué, comme l'était Macron, comme l'était Barnier, aux intérêts de Bernard Arnault et de ses amis. Et il est rappelé à l'ordre régulièrement par Bernard Arnault, alors même, et c'est peut-être juste ça qu'on peut ajouter, c'est même pas dans leur intérêt à ces grands oligarques. Alors c'est peut-être dans leur intérêt à eux, je veux dire, quand ils vivent dans leurs gated communities, quand ils se réveillent le matin à Paris, que le midi ils vont déjeuner à Milan et qu'ils vont encore ailleurs après. Ils savent plus quoi faire de leur argent de toute façon. Mais c'est pas, je veux dire, dans l'intérêt même de ceux qui bénéficient le plus de l'économie, à part cet infiniment petit nombre de gens. Au sens où quand les infrastructures se dégradent, les transports, la santé, l'éducation, c'est la productivité de l'économie qui assez rapidement se dégrade aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes malade, vous travaillez moins. Sur les grands nombres, si vous ne prenez pas votre jour de carence et que vous devenez en fait plus malade en attendant, à la fin, c'est finalement votre productivité qui va en pâtir. Donc en fait, c'est vraiment aussi se tirer une balle dans le pied. Pour qu'une économie fonctionne bien, il faut que les infrastructures à tous égards fonctionnent. Et c'était le cas d'ailleurs pendant longtemps dans cette France que tous les économistes anglo-américains détestaient parce que c'était un pays riche, mais il avait, contrairement déjà à ces sociétés anglo-américaines, des infrastructures sociales d'accès à peu près gratuit, performantes. Et justement, avec cette CMP, donc un nouveau rapport de force qui s'engage et de négociations intenses entre le Parti socialiste, Rassemblement national et les Républicains. Et donc, encore une fois, les députés RN menacent le gouvernement de censure. Pareil, du côté du PS. Est-ce que tout va se jouer avec ce CMP pour Bayrou ? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir aussi une incidence sur la stabilité de son gouvernement et donc sa capacité à gouverner efficacement ? De toute manière, c'est un gouvernement qui, comme celui de Michel Barnier, est un gouvernement qui sera sans cesse menacé de mort, quelque part. Donc, déjà, d'un point de vue de la stabilité démocratique, on ne peut pas mener une politique sérieuse en étant menacé constamment de tomber, ce qui, d'ailleurs, nous dit quelque chose sur l'impasse politique dans laquelle on est. Ça n'a pas de sens. Quand on mène une politique dans des objectifs de long terme, sur la crise écologique, sur la crise sociale, sur tout un tas de choses. Un gouvernement ne peut pas gouverner sans cesse sous la menace permanente des différentes factions politiques. Et j'ajoute évidemment, en particulier, sous la menace permanente du Rassemblement national, qui aujourd'hui nous dit en gros, si jamais le gouvernement n'amende pas un article sur la question de l'électricité dans ce budget, on censure.
Bon, a priori, il paraît certain que donc le gouvernement va en tout cas, il est très probable que le gouvernement accepte ces conditions. Mais ça nous dit quoi? Ça nous dit que ça va être comme ça constamment. Et par exemple, on parlait du budget. On n'a pas évoqué une chose, on n'a pas la question de l'AME. Le Sénat a, dans sa lecture du texte, au contraire, durci les conditions d'octroi de l'AME. Qui sont déjà l'aide médicale d'État pour la santé, pour les personnes les plus diminuées, pour les personnes immigrées. Donc il y a une offensive contre l'AME de la droite dure et de l'extrême droite. Et il est possible que le gouvernement cède à cette offensive. Et là, encore une fois, on va toucher à des fondamentaux de la République, à des fondamentaux humanistes de ce qu'on est. Je veux dire, c'est la honte totale de toucher à quelque chose qui est déjà très, circonscrit, qui est contrairement à ce qu'on entend ici et là. Et Donc, ça n'est pas tenable. Donc, à mon sens, la seule solution, c'est pour Emmanuel Macron de dissoudre dès qu'il le pourra, mais surtout, moi je pense que la question centrale, c'est la dissolution d'Emmanuel Macron, j'allais dire. On peut dire ça, oui. Mais je n'aimerais pas que ce soit interprété comme une menace. Donc la démission d'Emmanuel Macron doit aujourd'hui se poser plus que jamais, parce que c'est lui le responsable de tout ça, c'est lui le responsable de l'instabilité, c'est lui le responsable aussi de l'extrémisation des discours, on y reviendra, c'est lui le responsable du hold-up démocratique qui a eu lieu depuis les dernières élections législatives, où, qu'on rappelle, la gauche arrive en tête, on se retrouve aujourd'hui avec un gouvernement extrêmement à droite. Donc c'est ça le vrai sujet, c'est que pour sortir de cette impasse dans laquelle on est, il y a la question de la dissolution, mais surtout de la démission d'Emmanuel Macron, qui est le responsable de tout. Et ça aura été, je pense, on vit là l'échec de 7 ans de macronisme. Je veux dire, le macronisme finit avec Michel Barnier censuré au bout de quelques mois et François Bayrou, Premier ministre, et un gouvernement avec Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. C'est ça le macronisme au final. Et qu'est-ce qu'on retiendra d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'on retiendra de ces 7 ans? Rien. Il n'y a aucune mesure, il n'y a aucune grande mesure qui a été prise. On retiendra la réforme des retraites, le fiasco démocratique que ça a été, le passage en force de la réforme des retraites. Donc au final, c'est aussi ça qui est en jeu aujourd'hui. Pour Emmanuel Macron, c'est un échec personnel, un échec politique qui est majeur et qui n'a pas, je pense, de précédent, ou en tout cas très peu de précédent. Vous postulez que son objectif n'était pas en fait ce à quoi on est arrivé. Vous dites qu'est-ce qui va en rester? Mais ça a été une période absolument faste, justement, pour les grands intérêts financiers, pour les oligarques. Ils le disent d'ailleurs, ils se sont jamais aussi bien portés, l'argent n'a jamais autant afflué, les profits n'ont jamais autant augmenté. Et ce qui nous paraît, nous, un désastre, parce qu'on a des critères qui renvoient au bien commun, qui renvoient à une idée de la politique dans le sens de l'intérêt général, réel, pas idéologique, avec le ruissellement qui n'arrive jamais. Mais si vous vous mettez à la place de ces gens-là, qui ont porté Emmanuel Macron au pouvoir, tout va très bien. Je veux dire, qu'on continue comme ça avec une instabilité politique qui est par-dessus, qui est à la surface, alors qu'en dessous, on continue des politiques de démantèlement des services publics, de démantèlement de toutes les protections collectives, de transformation de la société, de marchandisation généralisée de la société. Eux, ça leur va très bien. Je veux dire, de crise en crise, c'est la même politique qui est menée. Et le Rassemblement national est en réalité pleinement en phase, sur le fond, avec ce qui est en train de se passer. Les inégalités radicales, c'est tout à fait dans son idéologie. Donc en fait, pour eux, tout va bien. Et c'est effrayant. Voilà. Pour nous, c'est pas bon. Pour nous, c'est pas bon. Ouais. Je rajouterais quand même aussi que le bilan d'Emmanuel Macron, pour moi, ça restera toujours les éborgnés. Mais parce qu'on regarde ça avec nos yeux d'humanistes. Donc forcément, pour nous, c'est ce qui nous vient en premier. Mais effectivement, là, on a un rapport aujourd'hui qui dit que pour les 40 000 ménages les plus riches, ils ont doublé leur fortune. Donc oui, pour eux, c'est une réussite. C'est tout. Et c'est aussi le signe qu'une partie, en fait, de la population a fait sécession, en réalité, avec la chose publique, donc la République, en réalité. Et c'est ça qui doit profondément nous inquiéter, parce que s'ils arrivent à faire sécession, alors il faut voir jusqu'où le poison, finalement, le venin de la division va. Et il va, bien évidemment, s'accompagner avec celui de l'extrême droite, avec celui du nationalisme, du racisme, etc.
Et justement, on a vu les dernières déclarations de François Bayrou sur la submersion migratoire. On se pose la question, est-ce qu'elles vont réellement avoir une incidence sur les négociations au sein de la CMP et ainsi que les relations avec les partis de gauche, même si les responsables socialistes se sont tous dit choqués. On a quand même l'impression qu'il reste une porte ouverte. On va écouter tout de suite le député du groupe socialiste Arthur Delaporte sur les derniers propos du Premier ministre. Après les mots du Premier ministre qui a confirmé l'idée qu'il y avait, selon lui, une submersion migratoire dans certaines villes et régions françaises à l'Assemblée nationale, ce qu'il avait déjà dit hier soir sur LCI, le Parti socialiste a pris la décision de suspendre sa participation aux discussions sur le budget qui devaient avoir lieu ce soir. On ne peut pas avoir d'un côté un Premier ministre qui fait la courte échelle au Rassemblement national en reprenant à son compte ses termes, en les justifiant, et de l'autre un gouvernement qui tient par un accord ou en tout cas une non-censure de la gauche. Nous nous sommes engagés dans cette démarche pour tenter de montrer qu'il pouvait y avoir une alternative à la non-censure du Rassemblement national qui avait entraîné la chute de Michel Barnier. Ce qui se passe aujourd'hui au gouvernement est d'une grande gravité parce qu'il contribue à affaiblir les barrières morales, à donner l'impression qu'il est dans un en même temps entre une discussion avec le Rassemblement national et la gauche. Ça n'est pas possible. Alors selon vous, pourquoi un centriste supposé comme Bayrou a décidé, comme ça, de surfer en fait sur des positions de l'extrême droite ? Il y a quelque chose de complètement fou quand même dans cette séquence de Bayrou chez Darius Rosbin qui se met à tenir des propos qui sont vraiment à la droite de l'extrême droite, alors que c'est quelqu'un qui a toujours, au cours de sa vie politique, eu l'image d'un centriste raisonnable, toujours équilibré. Je rappelle quand même qu'en 2007, il a fait plus de 18% aux élections parce que les gens de gauche ont massivement voté pour lui, rebutés qu'ils étaient par Ségolène Royal pour des raisons sur lesquelles on ne va pas revenir. Cette séquence est complètement dingue, je trouve, avec l'hypocrisie de la réserve humaniste, si vous vous souvenez. Donc il commence par dire, bien sûr, il faut accepter les différences, le métissage n'est ni une bonne ni une mauvaise chose, ce qui est tout à fait acceptable. Mais le moment où il reprend cette fake news de la pire extrême droite, suprémaciste et complotiste, du grand remplacement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, alors ce journaliste, entre guillemets, parce que j'appelle pas ça un journaliste, moi, ce Darius Rosbin, qui lui montre une photo de classe d'il y a 50 ans, en lui disant, regardez, ils étaient tous blancs, puis maintenant, il y en a qui sont plus blancs, et comprenez-vous que les gens, ça leur pose problème, ce qui est une manière de dire aux gens, il faut que ça vous pose problème. C'est vraiment absolument ignoble, et ça renvoie à ce rapport malade, en fait, pervers de la droite radicale à l'identité. Le refus du temps, ce passéisme, cette idée totalement mythifiée du passé enchanté qui, en fait, n'a jamais existé, cette volonté d'être complètement immobile. Et puis, j'y insiste, ça fait la jonction avec ce qui était la thèse du printemps républicain, qui venait de la gauche. Vous vous souvenez, cette idée qu'il y avait une insécurité culturelle. Qu'il fallait accepter, idée qui venait de la gauche. C'est-à-dire, en fait, si il y a des gens qui n'ont pas la même couleur de peau que vous dans la classe de vos enfants ou dans la rue, vous êtes fondé à vous sentir agressé. Vous êtes fondé à vous sentir pas bien, sans autre raison. C'est évidemment une thèse complètement folle. C'est une logique profondément raciste et suprémaciste blanche qui est là-dedans, qui est reprise comme ça, sans aucun problème, par quelqu'un qui se prétend humaniste et centriste. Voyons quand même, et je termine là-dessus, que derrière cette proposition, donc, il y aurait une submersion, une submersion des gens qui ne sont pas de chez nous, qui seraient partout. On interroge Bayrou, il dit « oui, on est vraiment à la limite ». C'est quoi la conséquence ? C'est qu'il faut faire une remigration. Si on est en passe d'être submergé, il faut qu'on se sauve. On est menacé mortellement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut déporter les gens. C'est quand même ça qu'il y a derrière. Je rappelle qu'Éric Zemmour l'a dit explicitement, dans un petit dérapage, pas en France, mais dans un entretien au Corriere della Sera en Italie. Le journaliste lui disait mais quand même, qu'est-ce que vous racontez ? On ne va pas remettre les gens dans des trains. Et il disait on ne sait jamais, l'histoire peut réserver les surprises. Mélenchon avait été le seul à se scandaliser de ce passage. Mais c'est ça qu'il y a derrière. Il y a une logique qui, en dernier recours, est au moins fasciste, visant à la déportation des gens, voire génocidaire. Parce que c'est quand même, la logique, c'est quand même, ces gens nous menacent, et c'est eux ou nous.
Donc, c'est vers là qu'on voit. Il faut prendre quand même la mesure de ce type de comportement. Je trouve que la réaction du Parti socialiste est en dessous de tout, évidemment. Je veux dire, traduire ça en petite magouille parlementaire en disant « Ah, bon, on n'est pas content, alors on va réserver notre vote pour le budget », un truc qui n'a rien à voir. Je veux dire, c'est vraiment pas du tout être à la hauteur du problème, pas être du tout à la hauteur des intérêts de la collectivité. Enfin, je rappelle que les Antillais, par exemple, qui sont créolisés, enfin qui ne sont pas blancs, sont français depuis bien plus longtemps que, je sais pas moi, que les Alsaciens ou que des Savoyards ou des Niçois dans l'histoire de France. C'est totalement aberrant. Et je pense que vraiment, François Bayrou, d'une certaine manière, s'est voué à une sorte de poubelle de l'histoire avec ce passage. Enfin, moi, vraiment, j'ai encore la capacité d'être atterré par ce genre de comportement et par cette bassesse, parce que lui, personnellement, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est rester au pouvoir. Il a compris qu'il faut prendre des positions, comme pour l'aide médicale d'État, qui sont purement idéologiques. Et, je termine là-dessus, excusez-moi, je suis un peu long, mais c'est comme ça, historiquement, que les fascistes sont arrivés au pouvoir. Il y a un livre de Johann Chapoutot qui va sortir et qui montre très bien, par exemple, en Allemagne, comment le centre, l'extrême centre, s'est cru plus malin, a surfé sur les thèmes de l'extrême droite et puis a fini par se faire déborder. Et là, on voit très bien que le RN et compagnie attendent derrière. Et c'est complètement symbolique, en fait, du contexte dans lequel on est aujourd'hui. Et je suis contente que tu reviennes dessus longuement, parce qu'en réalité, il faut vraiment qu'on prenne conscience de ce qui est en train de se passer et à quel point ça doit tous nous alerter. On vit en ce moment une période où on se pose encore des questions quand on voit un salut nazi. Est-ce que c'est finalement bien un salut nazi ? C'est ça le contexte dans lequel on est. Donc on a Bayrou qui reprend tranquillement, on va dire, le vocabulaire de l'extrême droite, mais c'est pas tout. On a aussi dans des élections de la droite, soi-disant républicaine, qui s'allie avec l'extrême droite ou avec des gens qui ont fait des saluts nazis aussi, en ce moment avec à Villeneuve-Saint-Georges. Donc, et qui font alliance très tranquillement. Là, on a le même candidat, donc, qui est soutenu à la fois, par exemple, par Valérie Pécresse et à la fois par Zemmour. Ce sont les deux, donc droite extrême et extrême droite. Il y a une dédiabolisation du RN, d'une certaine façon. Il y a une dédiabolisation. Et en réalité, la vraie submersion qu'on est en train de voir, c'est une submersion de ces racistes qui ne se cachent même plus et qui avancent dans tous les pans de la société. Et c'est ça qui doit nous alerter, nous faire prendre conscience du moment qu'on est en train de vivre. Et je rajouterai quand même quelque chose. Parce que s'il faut parler de submersion, il y en a une qui, elle, pour le coup, est réelle, qui, elle, pour le coup, est chiffrée, c'est la submersion écologique. Là, en ce moment, il y a des inondations. On les voit en faire des pataquès là-dessus ? Absolument pas, rien. Et pourtant, en ce moment, on a des inondations, donc à Redon, mais ce n'est pas les seules, En Seine-et-Marne, il y en a eu plein, et à répétition, et plusieurs fois, et dans plusieurs endroits, avec des personnes qui sont obligées de quitter leur maison parce que, tout simplement, on a des endroits qui deviennent inhabitables. Et ça, on sait que 2024 a été l'année la plus chaude, mais 2025, c'est que le début. On va voir ce que ça va donner, et les années d'après. Et ça, on sait que c'est chiffré, et on sait qu'il y a un vrai problème. Et s'ils veulent parler de migration, alors qu'ils parlent de migration climatique, parce que là, on va en entendre 250 millions. On fait quoi ? Et ça, c'est un vrai sujet pour le coup, qui lui est chiffré, et là, on ne les entend pas. Donc, moi, c'est ça qui m'interpelle réellement, c'est ce détournement, c'est ce dévoiement, j'ai envie de dire, des véritables urgences, tout ça pour servir un vocabulaire nationaliste, fasciste. Oui, que dire de plus après tout ça ? Je pense qu'on vit vraiment, là, aujourd'hui, la grande victoire idéologique de Marine Le Pen, et surtout, ce qui, je trouve, est le plus grave, c'est que des personnes modérées, parce que François Bayrou était un modéré, était un modéré, était une personne qui avait un discours sans ambiguïté avant contre l'extrême droite. Donc, quelqu'un comme François Bayrou en vienne à tenir un discours aussi nationaliste, même plus que ça, identitaire, ça doit tous nous inquiéter. C'est un discours qui, au fond, nous dit que la France est un pays monoculturel, c'est une identité figée et qui est menacée de l'extérieur par d'autres cultures, par d'autres peuples, par d'autres origines. Et au fond, ça, c'est le discours de tous les nationalistes depuis toujours, de toute l'extrême droite depuis toujours, de tous les identitaires depuis toujours. C'est un discours qui n'a jamais été le discours de la République. Et c'est un discours qui, aujourd'hui, petit à petit, grignote des pans du mainstream,
des pans de la République, des pans du discours politique général, et a contaminé la droite, contamine une partie des macronistes, et devient non seulement acceptable, mais même devient le discours principal qui est tenu aujourd'hui. Et c'est très important de dire une chose, c'est que ce discours-là est un discours contre, finalement, l'idée d'une société ouverte, l'idée de l'accueil, l'idée de l'interconnexion du monde, de la France et de l'Europe et de toutes les parties du monde. C'est aussi un refus, évidemment, de voir notre histoire coloniale, mais ça, c'est encore autre chose. Et puis, enfin, il y a quelque chose dans ce discours qui est terrible, c'est que non seulement il est faux, il est factuellement faux, c'est-à-dire que d'une part, il n'y a pas de submersion. On a environ 10% d'étrangers en France. Dans les années 1920, c'était à peu près la même chose. Il faut quand même se dire ça. Donc, voilà, premièrement. Ensuite, tous les économistes nous disent que l'immigration apporte beaucoup plus à la France qu'elle nous coûte. Mais surtout, moi, j'ai envie de dire qu'il y ait submersion ou pas, à la limite, s'il y avait submersion, comme ils disent, et alors ? En quoi ce serait grave? Moi, je trouve que c'est formidable qu'il y ait différentes cultures en France, qu'il y ait des gens qui viennent de partout. Ça nous enrichit, c'est une très bonne chose. Mais le fait même de dire ça aujourd'hui est devenu problématique. Et on nous fait croire qu'il y a une menace existentielle pour la France. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la France? Ça ne veut rien dire. La France, c'est une construction. Ça s'est toujours enrichi de plein de choses. Il n'y a pas d'identité française. C'est complètement débile de dire ça. Et ces gens-là veulent nous faire croire donc, à une identité fantasmée, encore une fois, pour présenter la nation comme menacée existentiellement par les étrangers. Et c'est en effet c'est des discours qui aboutissent en effet à des politiques xénophobes, des politiques discriminatoires, comme celles que le Rassemblement national veut mettre en place. C'est ce que je voulais dire, c'est aussi le discours de Marine Le Pen et qui donne aussi l'impression qu'elle fait et défait les gouvernements comme un peu ce qui s'est passé avec Michel Barnier. Et d'ailleurs, juste sur ça, et je me tais après, mais Marine Le Pen avait dit lors de la loi immigration, lors du vote de la loi immigration, qui reprenait un certain nombre de ces mesures, de ces thèmes, la préférence nationale, la non-automaticité du droit du sol, etc. Elle avait dit c'est une grande victoire idéologique pour nous. Et en fait, elle avait raison. C'est-à-dire que depuis des années, je redis, on grignote des aspects de notre pacte républicain, mais en fait, le Rassemblement national n'a même plus besoin d'être au pouvoir pour voir un certain nombre de ses idées l'emporter, gagner, alors même si c'est sur une version un peu soft. Donc en fait, c'est exactement ça le sujet, c'est que Marine Le Pen on est en train de collectivement de préparer la victoire de Marine Le Pen lors des prochaines échéances électorales. Mais face à ce délire fasciste, raciste, suprémaciste d'extrême droite, qui est maintenant endossé par quelqu'un comme Bayrou, moi, je ne dirais pas que c'est qu'il n'y a pas d'identité française. Il y a des identités françaises. Elles sont plurielles, elles ont des points communs, il y a des variantes, il y a des nuances, il y a des groupes différents. Ce à quoi il s'en prend, ce n'est pas seulement à l'immigration. Son discours, c'est pas il y a trop d'immigrés. Il le dit clairement en commentant cette photo de classe. La submersion, c'est pas les immigrés, c'est les gens qui sont pas blancs. Ça n'a rien à voir. Pas blanc au sens oui. Pas issus d'une immigration, soit d'anciennes souches françaises, soit issus d'une immigration européenne de longue date. Donc ce qu'il dit, c'est que les gens qui sont en trop, c'est pas ceux qui sont, c'est pas les immigrés de maintenant. C'est ceux qui sont issus de l'immigration des générations précédentes. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, il s'en prend, et c'est quand même ça, il s'en prend à toute une partie de la population, de gens qui sont français comme vous et moi. En fait, c'est à nous qu'il s'en prend. C'est à nos proches, c'est à nos amis qui ont le malheur d'avoir, je sais pas moi, un grand-père africain, un arrière-grand-père asiatique peut-être, et qui sont là aujourd'hui et qui donneraient le sentiment à ces bons blancs, dont on ne sait pas où ils sont en plus, hein, vraiment on demande aux gens de se sentir submergés en réalité, qui devraient leur donner le sentiment, et ce serait une réalité, quoi, c'est une fake news complotiste complète, qui devrait leur donner le sentiment qu'ils sont plus chez eux. Non mais c'est surtout une vision totalement nationaliste et raciste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, être français, c'est quoi finalement? Eh bien, dans l'idéal, dans ce qu'on comprend, ça serait pour Bayrou, pour les racistes de manière générale, être blanc, parler français, etc. Mais c'est pas ça, être français. Enfin, c'est ça, en fait, qu'il faut expliquer. Être français, c'est adhérer aujourd'hui au projet collectif qui est notamment issu de la Révolution française et qui donne liberté, égalité, fraternité. C'est ça, être français. Est-ce que c'est avoir la peau de couleur blanche? Non. On voit bien que
voilà, en Guadeloupe, en Guyane et ailleurs, et puis même en France d'ailleurs, métropolitaine, non, il y a pas, ce n'est pas une couleur de peau, ce n'est pas non plus la langue. Le français est parlé bien au-delà des frontières du pays. Donc, ce n'est pas non plus la langue, ce n'est pas le fait de parler français qui fait de nous des Français. Donc, c'est quoi, finalement ? Eh bien, c'est justement le fait qu'on se reconnaisse dans ce que le pays porte comme principe, la Déclaration des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, la République. Ça, ce sont des choses qui nous portent et qui fait qu'ensemble, collectivement, on porte un projet commun, on fait société et on avance ensemble. C'est ça, être français. Eh bien, si eux, ce n'est pas leur définition, eh bien, ces gens-là sont inquiétants. Mais c'est l'anti-France. Hein. Je prends le titre d'un article de mon ami Sylvain Jean dans La Revue récemment, à propos de cette extrême droite suprémaciste blanche. C'est, à proprement parler, l'anti-France. Ces gens-là haïssent la France, toute une partie de la France. En tout cas, l'anti-république. Et je voudrais ajouter un point juste, c'est que le 22 janvier dernier, il y a eu en Moselle, dans une école de Moselle, un élève de 3e qui a été mis de côté dans cet établissement, et la gendarmerie est allée le chercher pour une procédure d'expulsion. Je crois que vous en avez parlé ici. Mais c'est très important de le rappeler. Alors après, il y a eu des excuses de la gendarmerie. Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation, a également condamné ce fait. Mais ce fait a eu lieu. Voilà, en France, il y a eu un élève de 3e qui a été, qu'on est allé chercher dans son école. Dans son école. Et on a été la chercher. Et donc, ça, pardon, mais ça m'a choqué. Je pense que ça a choqué beaucoup de monde. Et il y a quand même un petit danger, là, quand ce genre de choses ont lieu en France, dans notre République. On va passer pour qu'on ait le temps de... Alors, très rapidement. On pourrait mais si vous voulez qu'on parle de Bernard Arnault... Sur le cas Bayrou, il faut quand même rappeler que tout respectable qu'il est, il présente très bien, voilà, il est agrégé de lettres, etc., il est catholique, il plaît bien aux gens respectables. C'est quand même quelqu'un qui avait retiré le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire des programmes, parce que c'était un discours qui remettait trop en cause, justement, l'action de l'Europe universaliste dans les colonies. Et puis, en matière de fake news, juste vraiment très rapidement, cette fake news complotiste du grand remplacement, donc, qu'il a reprise à son compte, c'est pas la première fake news qui reprend ces temps-ci grossière pour plaire à l'extrême droite. Je vous rappelle que François Bayrou, c'est celui qui a expliqué pendant la campagne électorale encore récemment cette fake news selon laquelle LFI serait un parti antisémite. Il l'a dit et répété à plusieurs reprises. Double manipulation, aussi bien sur le dos des vraies victimes de l'antisémitisme et du judéocide, dont parlait Aimé Césaire justement dans le livre. Et qu'il protège les vrais antisémites en même temps. Aussi, double manipulation sur le dos des vraies victimes de la Shoah, et sur le dos, évidemment, des dizaines et probablement des centaines de milliers de Palestiniens qui viennent d'être exterminés, puisque, en fait, c'est de cela qu'il s'agit. LFI serait antisémite parce qu'elle défend ces victimes-là. Donc, en matière de fake news de la droite radicale, finalement, François Bayrou est beaucoup moins innocent qu'on aurait pu le croire. Justement, on va passer à la seconde partie du Fond de l'Info avec les déclarations remarquées de Bernard Arnault sur la fiscalité qui touche ces entreprises en France. On l'écoute. Les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États et le président américain encourage ça. Le marché se développe très vite. Il n'y a qu'à prendre la nouvelle boutique que Pietro a ouverte à New York, qui est un succès incroyable, franchement, il y a des queues de 100 mètres de long, enfin, c'est vraiment assez exceptionnel, et pourtant c'est très très élitiste. Donc, quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, quand même à peine croyable. Donc, on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. C'est ce que je dis, s'il arrive au bout de ses plans. Ça, c'est inévitable. Alors qu'il y a d'autres solutions. On leur a proposé d'autres solutions. Évidemment, la bureaucratie. Voilà. C'est pour ça, faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour slasher un peu la bureaucratie. Mais dès qu'on essaye de faire ça, bon, là, on est poursuivi, c'est impossible. Alors, comment est-ce que vous accueillez une telle critique de la part du milliardaire ? C'est
C'est intéressant parce que là, il fait allusion à l'ami néo-nazi de Trump, hein, quand il dit il faut quelqu'un pour empêcher la bureaucratie de faire son œuvre néfaste. En fait, il fait allusion à Elon Musk qui a été nommé par Trump à cette fonction aux États-Unis. Mais c'est intéressant, c'est pas ça, parce que c'est une belle leçon sur ce que c'est que le néolibéralisme. C'est pas du tout le désengagement de l'État. Vous avez vu comment il commence son intervention. Il dit bon, aux États-Unis, on nous donne plein de subventions pour implanter. L'État nous aide, nous donne plein d'aides. Oui, en comparaison à ce qu'il fait en France, ouais. Alors qu'il est gavé d'aides. Alors lui, depuis le début, de toute façon, c'est comme ça qu'il a construit son empire, hein, grâce aux aides d'État, mais tout particulièrement ces dernières années, en particulier depuis Hollande. Moi, j'aurais juste une chose à dire, en fait, quand j'entends des mensonges aussi grossiers de la part de ce personnage, c'est mais qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille. Qu'il aille ailleurs, qu'il rende toutes les subventions qu'il a eues, tous les avantages fiscaux gigantesques qu'il a eus à nos frais, et qu'il s'en aille, parce que c'est toujours ça la menace. Hein. Si vous ne continuez pas à nous enrichir démesurément, eh bien nous allons partir, et puis c'est vous qui allez en pâtir. C'est évidemment, là encore, une fake news totale, hein, mais sur laquelle vit la droite, bien sûr. Faut quand même remettre qui est Bernard Arnault, parce que je crois que on dit c'est la plus grande fortune, il a 190 milliards de richesses, et on arrive à des chiffres qui sont tellement grands qu'en réalité on se rend pas compte de ce que ça veut dire 190 milliards. Alors j'ai fait un petit calcul. C'est comme si entre 2012, donc il avait 40 milliards en 2012, aujourd'hui il en a à peu près 190. C'est comme si tous les jours depuis 2012, sa fortune avait augmenté de 34 millions par jour. Alors, imaginez, vous, votre fortune, elle augmente de 34 millions par jour. C'est complètement dingue, depuis 2012. Donc c'est ça, en fait. Et c'est lui qui vient pleurer en disant « Oh là là, c'est pas possible, on ne peut pas non plus nous taxer ». Il faut comprendre que dans l'intervention de Bernard Arnault, il n'y a rien qui va. À la fois dans la méthode, mais aussi dans le fond. Dans la méthode, parce qu'on comprend clairement qu'il fait sécession, c'est-à-dire qu'il ne va pas se respecter le verdict démocratique si on lui empêche, enfin, si on lui dit « non, tu vas être imposé, mon gars », il va dire « non, nous, on va s'arranger autrement ». C'est ce qu'il dit. Il dit « je vais agir tranquillement ». Ça veut dire quoi, ça? Mais c'est les voyous qui agissent comme ça, qui font par derrière, et qui... Donc déjà, la méthode pose problème. Mais j'ai envie de dire aussi le fond. Tu es passé vite sur les aides qu'il a reçues. Alors effectivement, on entend bien le CICE derrière, etc. Mais il faut comprendre que même l'histoire, en fait, on retrouve à quel point il a été subventionné dès le départ par l'État français. Dès le départ, quand Bernard Arnault commence à acquérir Boussac, parce qu'avant LVMH, l'entreprise s'appelait Boussac, eh bien l'État met 2 fois plus que lui pour l'acquisition de Boussac. Donc ça, déjà, premier gros chèque de l'État. L'État, c'est nous, hein, d'accord? Donc déjà, c'est nous qui payons 2 fois plus. Mais même l'entreprise Boussac, elle aussi a eu sa richesse qui a été aussi subventionnée par l'État. Et donc ça, il fallait remonter encore un peu plus loin. C'est plutôt à l'issue de la Première Guerre mondiale où, en fait, l'État, pour subventionner les entreprises qui avaient eu des grandes pertes, notamment dans l'Est, eh bien, avait leurs usines mises à neuf, etc. Et même l'État avait racheté leur stock, puisqu'à l'époque, Boussac avait eu le marché des toiles d'avion pendant la Première Guerre mondiale. Donc là, vraiment, on revient, on fait un petit trait historique. Je suis sûre que ça te passionne. Et donc... Même là, il faut vraiment remonter à voir à quel point, en fait, ils sont engraissés par l'argent public. Et donc, les richesses qu'il y a, c'est pas de son travail dont il vit. La vraie richesse, et ça, il faut le redire et le redire, mais la vraie richesse de l'entreprise LVMH, ce sont ses travailleurs. Ça vient de là. Et qu'à la base, eh bien, c'est aussi notre richesse à nous, puisque c'est nous qui avons acquis finalement toutes ces entreprises, que ce soit Boussac et puis après LVMH. Et donc, je crois qu'il faut vraiment garder ça à l'esprit. Et si derrière, il faut faire des propositions, parce que notre rôle, c'est aussi ça, c'est de faire des propositions politiques, eh bien, c'est de dire, faisons comme aux États-Unis. Tu veux partir, mais vas-y, pars. Mais nous, on va te chercher. Parce que si tu as la nationalité française, et ça, c'est ce que font les Américains, enfin les États-Unis d'Amérique, eh bien, où qu'on soit sur cette planète, eh bien, ils payent leurs impôts. Eh bien, ça sera la même chose. Et c'est bien pour ça que ces gens-là font tout, absolument tout, pour faire en sorte qu'on passe pour des méchants fous furieux, ce qu'ils appellent les termes islamo-gauchistes, qui fait un peu penser à judéo-bolchevique de l'époque. Mais bon, bref, passons. Eh bien, c'est parce qu'ils savent très bien que nous, on ira jusqu'au bout. Et que nous, on ne balancera pas des phrases creuses avec « mon ennemi, c'est la finance », parce que nous, on ira jusqu'au bout. Et on ira les chercher jusqu'aux portes de l'enfer, s'il le faut. Mathieu, tu voulais...
Est-ce que vous connaissez le taux d'imposition de Bernard Arnault en France? C'est moins de 14%. Et c'est l'équivalent, ce qui est appliqué à peu près à un couple sans enfant gagnant 150 000 € par an. Donc c'est ça le taux d'imposition de Bernard Arnault. C'est le Canard enchaîné qui l'avait révélé l'année dernière. Et ça nous dit quand même quelque chose d'assez étonnant sur la manière dont, en fait, ces gens ne payent pas du tout ce qu'ils devraient payer et qu'on est au contraire beaucoup trop généreux par rapport à la contribution qu'ils devraient à la France. Par ailleurs, en effet, sa richesse a plus que doublé en une dizaine d'années. Donc, c'est quelqu'un qui va très bien, mais qui nous explique qu'il faut moins le taxer. Et ce qui m'intéresse aussi là-dedans, au-delà finalement de cette, de ce manque de générosité, pour être gentil, qui finalement un euphémisme qui finalement ne doit pas nous étonner de la part d'un grand chef d'entreprise comme ça. Bon, voilà, c'est un discours qu'on connaît. Moi, ce qui m'interroge plus, c'est l'admiration, non pas des États-Unis, mais des États-Unis de Trump. C'est l'admiration pour Elon Musk. Bernard Arnault est de ceux qui se sont rendus au discours inaugural de Donald Trump. Alors ça m'interroge. Parce que là, il y a chez certains grands capitalistes, on va dire, une tentation de finalement, en tout cas, un aveuglement sur cette extrême droite-là, sur le danger qu'elle représente. Et finalement, c'est un peu ce qu'on voit aux États-Unis avec des personnalités comme Zuckerberg qui sont radicalisées politiquement. Et au fond, c'était des gens qui, par exemple, Bernard Arnault, je crois, il y a une dizaine d'années, il soutenait Emmanuel Macron. Voilà, donc c'est des gens qui, avant, on va dire, soutenaient leurs intérêts, mais encore sur le plan des principes, etc., étaient quand même sur une opposition, on va dire, à l'extrême droite. Et aujourd'hui, là, il y a un shift, il y a un tournant qui se passe chez certains, pas chez tout le monde, et qui doit quand même nous inquiéter, parce que alors là, il y a une espèce d'alliance, enfin en tout cas, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, quand même une espèce d'alliance avec un technolibéralisme complètement débridé, radicalisé, et une extrême droite nationaliste, xénophobe, réactionnaire, ultra sécuritaire. Et donc ça, j'avoue que c'est plus ça qui m'interroge, parce qu'au fond, sur ce qui vient d'être dit, c'est logique. Mais alors cet aspect-là, moi, m'interroge plus, et en tout cas doit nous interroger collectivement, parce que évidemment, ça n'est pas du tout neutre. Et quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, il faut craindre que ça arrive en France. Voilà. Mais en fait, c'est déjà arrivé en France. Enfin, je suis désolée, mais là encore, on va reconvoquer l'histoire. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut quand même rappeler que dans la collaboration, il y avait énormément de dirigeants d'entreprise. Tout le patronat français. Mais, voilà, alors... Quasiment. Voilà, quasiment, parce qu'il faut être juste. Mais oui, on peut citer Renault, parce que c'est l'exemple le plus emblématique, mais c'est pas le seul. L'Oréal... L'Oréal, super collabo aussi. Et puis, collaborateur idéologique. C'est-à-dire qu'on avait dans un rassemblement qui s'appelait La Cagoule, donc un organisme fasciste, clairement, où il y avait beaucoup de chefs d'entreprise qui y participaient et qui adhéraient aux idées. Et donc qui avaient un intérêt à la fois personnel, parce que pour leur fortune, mais aussi idéologique, et les deux allaient très bien ensemble. Ils étaient complètement compatibles l'un avec l'autre. Et même ça a été, je cite une anecdote parce que, pour pas parler que de Renault et de L'Oréal, mais il y a aussi, je pourrais citer Perrier, je pourrais citer Berlier aussi, qui était une entreprise de camions. Alors eux, c'est une petite anecdote, ils étaient donc situés à Lyon, donc absolument pas en zone occupée, c'était en zone libre, mais ils collaboraient très bien et ils passaient les bons de commande avec les nazis. Et pendant la période du STO, il fallait que les entreprises envoient des listes, notamment de travailleurs, pour pouvoir les envoyer en Allemagne. Berlier, il a confondu, comme liste du STO, il envoyait qui ? Il envoyait la liste des syndicalistes CGT. Voilà, c'était... Donc il y avait vraiment une osmose, j'ai envie de dire, entre l'idéologie nationaliste, fasciste, et l'idéologie patronale telle qu'on l'entend. Donc j'ai envie de dire, pas besoin de regarder aux États-Unis, regardons notre propre histoire et analysons-la, parce qu'elle devrait nous donner des leçons pour aujourd'hui. Tu voulais... Non. Oui, non,
Je pense que c'est vraiment s'illusionner sur ce qu'était le projet d'Emmanuel Macron au départ et s'illusionner aussi sur le néolibéralisme. Le néolibéralisme n'a aucun repère moral, par définition. Il réifie l'humain, il en fait de la marchandise. Vous êtes performant, vous pouvez produire du profit, vous avez le droit à l'existence. C'est pas le cas. Lisez Hayek, à la fin de sa vie, il le disait. Vous n'avez pas vraiment le droit à l'existence. Enfin, si vous avez de la chance et que vous avez des gens autour de vous qui veulent s'occuper de vous pour des raisons morales, c'est très bien. Mais voilà, la société n'a rien à faire avec vous et elle peut vous laisser crever. C'est l'idée de ces gens-là, c'est l'idée du néolibéralisme. Et ils n'ont, je le répète, ils n'ont aucun repère moral. Et, je termine là-dessus, ne pas oublier que bien avant qu'Emmanuel Macron soit quelqu'un de connu, on le sait, par des témoignages, notamment de Christophe Girard, qui travaillait pour LVMH, c'est-à-dire pour Arnault à l'époque, on sait que Bernard Arnault, très tôt, avait prévu de pousser Emmanuel Macron en politique. Très très tôt, il l'a rencontré grâce à l'épouse d'Emmanuel Macron, qui était la prof des enfants de Bernard Arnault dans une institution extrêmement sélecte de Paris, du 16e arrondissement de Paris. Et ils ont pris contact comme ça. Et bien avant qu'Emmanuel Macron soit connu, il a porté le projet politique de Bernard Arnault. Alors ça, les historiens pourront nous en dire plus sans doute, mais on a déjà plein d'éléments qui permettent de le savoir. Justement, une dernière question avant de finir ce fond de l'info. Vu que vous parliez de Macron, Macron est président des riches et il a été critiqué par le plus riche des Français. C'est quand même assez ironique. Est-ce que, surtout quand on sait qu'il a mené une politique en faveur de cette caste, et puis ça donne aussi l'impression, quand on l'écoute, qu'il y a une forme aussi de chantage économique envers le gouvernement français. Donc je vais vous laisser répondre tous les trois, mais on essaie d'écourter un peu les réponses pour qu'on puisse finir à l'heure. Moi, je crois qu'il y a une part de mise en scène pour la galerie. Il le rappelle à l'ordre et il sait qu'en face, on est très sensible à ce qu'il dit. Évidemment, il y a d'autres impératifs de la petite politique. Il faut maintenir les alliances, donc on doit faire semblant de taxer un tout petit peu. Lui, il va se récrier, comme ça, Macron ou Bayrou pour dire, vous voyez, on est bien obligé, et reprendre son discours. Je pense qu'il ne faut pas trop être dupe. Et puis surtout, c'est pas la première fois que Bernard Arnault s'adonne à ce chantage. La dernière fois, il avait aussi menacé de prendre la nationalité belge. Et résultat, il est resté et sa fortune a augmenté. Voilà. Je crois qu'à ce moment-là, tout est dit. Oui, et on peut ajouter une chose, c'est qu'à mon sens, s'il se permet d'attaquer autant le gouvernement français, c'est qu'il sait que le macronisme est fini. Il sait qu'on tourne une page très bientôt et que donc il s'agit maintenant de préparer la suite et qu'au fond, c'est aussi le signal que Emmanuel Macron est en toute fin de règne, cette intervention, à mon sens. Il cherche un nouveau poulain. Ouais, donc vous n'y croyez pas du tout c'est-à-dire à la réalité de ces menaces ? Oui. De toute façon, il aurait bien tort de partir. Il n'a pas entièrement épuisé la bête. Il nous a pas encore entièrement... il y a toujours des choses à prendre sur la richesse des Français avec cet État tout à fait complice de la prédation générale. Donc non, évidemment, il a aucune envie de partir. Non, mais ils sont en train de réfléchir, ces gens-là sont en train de réfléchir à la solution alternative. What's next ? Qu'est-ce qui va arriver après Macron ? Et on voit bien que celui qui se positionne pour faire le lien entre le grand patronat, la finance, les grands intérêts néolibéraux et le RN, c'est Édouard Philippe, qui depuis longtemps annonce qu'il faut des politiques très dures. Je rappelle que c'est lui qui est responsable des mutilations des Gilets jaunes en grande partie. Il était Premier ministre à ce moment-là, sauf erreur de ma part. Et de toute façon, il a toujours tenu ce discours. Il ne faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur de frapper. Il ne faut pas avoir peur de cogner les oppositions. C'est un grand lecteur de Hayek, dont je parlais l'autre fois, l'économiste néolibéral qui a cautionné la dictature de Pinochet. Et on est tout à fait dans cette veine-là. Il y a quelques jours, Édouard Philippe a expliqué qu'il fallait un choc d'autorité. Donc c'est vraiment c'est un discours d'extrême droite, mais au service des grands intérêts financiers. A priori, ça pourrait bien être lui, le prochain fondé de pouvoir de Bernard Arnault et de ses amis. Vous vouliez ajouter quelque chose avant de conclure ? Non, juste leur dire que, pour donner quand même une note d'espoir, c'est que là-dedans, il y a quand même une alternative. Et c'est bien pour ça qu'ils font tout et ils sont tous en train de taper uniquement sur la véritable alternative qui est l'alternative qu'on a portée et qui a, rappelons quand même,
parce que ça fait toujours du bien, mais qui a remporté les dernières élections législatives et à qui on refuse de confier justement la gestion d'un gouvernement. Donc il faut vraiment tout lier, parce que tous les sujets qu'on a vus jusque-là sont liés les uns entre les autres, et il faut comprendre dans quel contexte, dans quelle direction ils veulent nous amener et vers laquelle il nous faut résister. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Et pour finir juste sur un point, rappelons quand même qu'en France, il n'y a jamais eu autant de millionnaires. La fortune des 40 000 personnes les plus riches a augmenté, selon voilà. Il n'y a jamais eu autant de dividendes, que donc les gens qui vont bien vont très très bien, et les gens qui vont pas bien, qui vont mal, vont très mal, et vont de plus en plus mal. Et donc au fond, c'est quand même ça derrière le sujet, et derrière la prise de position de Bernard Arnault, de tout ce qu'on a pu dire ce soir. Il y a des choix politiques qui sont faits, en effet, de manière très claire, pour maintenir cette situation-là, et pour éviter de remettre en cause ce principe d'organisation de la société, alors qu'en fait, le vrai sujet, c'est la redistribution des richesses, la décroissance, parce que notre modèle productiviste n'est plus tenable. On n'entend pas du tout ce discours-là aujourd'hui. C'est réduire les inégalités, c'est faire en sorte qu'on puisse vivre avec un salaire en France. Et aussi, je le dis et je finis là-dessus, parce qu'à gauche, des fois, il y a des ambiguïtés là-dessus, c'est que qu'on ait un travail ou non, on a une valeur égale. Voilà. Et que moi, j'ai toujours eu du mal avec le terme de travailleur, par exemple. Je pense que quand on ne travaille pas, on a une dignité égale à quand on travaille, et que la vie d'une personne qui ne travaille pas doit aussi pouvoir être vivre dignement. Et c'est ça les vrais sujets. Et c'est ça pour lequel il faut combattre aujourd'hui. Merci Julien, merci Julie, merci Mathieu, et merci à vous d'avoir regardé Toujours Debout. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire si vous nous regardez sur YouTube, ou par email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir, à soutenir votre média, un média qui vous garantit une information libre. Alors abonnez-vous à partir de 5 € par mois, ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Très bonne soirée sur Le Média.